Je suis vraiment, vraiment très heureuse de vous parler aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet-là. Ça fait 10 ans que je travaille sur la question des actions directes pour les animaux. Et moi, je vais me centrer notamment particulièrement sur les sauvetages puis sur les enquêtes. Donc, je vais commencer par un petit avertissement. Je parle en mon nom. Le DAC et l'Université Concordia ne sont pas impliqués à faire la promotion d'actions qui peuvent être contraires à la loi. Donc, ça va? Tu veux-tu rajouter d'autres choses à propos de l'avertissement? Peut-être juste lire Je l'avertissement. vais la lire au complet. La présentation actuelle a un objet strictement informatif et illustratif. Les activités ciblées y sont présentées à titre d'exemple. Certaines d'entre elles sont ou ont été qualifiées d'illégales par des décisions judiciaires ou des textes de loi dans certaines juridictions et à certaines périodes. La mention d'une activité ne constitue ni un aval, ni une recommandation, ni une incitation à commettre des actes contraires à la loi par le DAC ou l'Université Concordia. Pour toute pratique, décision ou interprétation juridique, c'est vraiment important de consulter un avocat, une avocate ou une professionnelle du droit compétent. Ça va? Parfait. Donc, là, on a parlé durant toutes les séances, là, on a vu les méthodes classiques, les méthodes traditionnelles dans les élevages. Jean-Jacques Conaboun, le docteur, nous a bien expliqué tout ça. Puis là, j'ai le goût qu'on parle de qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du fait d'être simplement vegan. Donc, être vegan au sens de s'abstenir de faire du mal aux êtres animaux, puis de s'abstenir de coopérer avec les industries qui les exploitent, ce qu'on appelle un boycott, ça c'est essentiel. Je suis pas en train de minimiser cette importance-là, notamment parce que ça permet aussi le développement d'alternatives, boycott. Donc, je suis pas en train de diminuer ça. Par contre, puis il y a beaucoup de gens qui disent être vegan, c'est pas être activiste. Ils font une grosse différence entre être vegan et être activiste. Non, non. Pour moi, je pense qu'être végane, c'est déjà être activiste. Premièrement, parce que ça implique beaucoup de changements dans nos vies quotidiennes, puis ça engendre des conflits sociaux et interpersonnels, qu'on le veuille ou non. Mais c'est une forme de désobéissance que moi j'appelle sociale et non pas de la désobéissance civile parce que, ben, c'est pas illégal. C'est totalement légal d'être végane. Mais c'est aussi une action indirecte qui vise à ce que les êtres animaux ne soient plus exploités pour notre profit, mais qui aident pas les animaux qui meurent et qui sont enfermés aujourd'hui. Donc, moi, je crois, et il y a beaucoup de philosophes qui défendent ça, qu'on a le devoir moral d'éviter de faire du mal aux êtres animaux, mais qu'on a aussi le devoir d'aider les victimes. Donc, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, des différentes manières dont on peut faire ça. Je vais laisser Nicolas Morello présenter un petit peu ce qu'on peut faire à travers le DAC. Bon, au niveau du DAC, nous avons plusieurs bénévoles. C'est des étudiants en droit. Nous faisons l'enseignement clinique en ce moment avec 3 universités, donc nous formons les étudiants en droit. Nous offrons aussi des stages, que ce soit pour le Québec, où nous avons formé 3 avocates ici au Québec et nous avons fait un stage avec le barreau de Paris l'an dernier. Nous espérons accueillir un autre étudiant français l'an prochain. Comme Tommy a mentionné, le bénévolat, ça peut être des choses comme le soutien administratif. Il n'y a personne qui est payé au DAC. Et puis dans les OSBL, c'est tous des bénévoles. Et nous avons tous des emplois à temps plein. Ça peut être le soutien administratif, par exemple. Tommy et moi, nous sommes en train de communiquer avec les élus à l'Assemblée nationale pour les incendies dans les bâtiments d'élevage. Donc, pour faire notre rapport de 100 pages, ça a pris une vingtaine d'étudiants en droit pendant 2 ans de temps et ça a pris 2 stagiaires du barreau pour le faire, une médecin vétérinaire et Tommy a collaboré aussi. Donc, maintenant, on veut communiquer ces informations-là aux élus. Ça prend quelqu'un, quand il y a comme 30 personnes avec qui vous êtes en communication, ça prend quelqu'un aussi simple qui va faire un tableau et qui va faire un contrôle à qui on a parlé et qu'est-ce qu'on a dit et de faire le suivi. Donc, si vous avez du temps pour un OSBL, le soutien administratif est très pertinent. Comptabilité.
l'argent qui rentre puis l'argent qui sort. Si le OSBL peut émettre des reçus d'impôts comme le DAC, il faut déposer des documents comptables avec le gouvernement. Alors, c'est une autre chose que les bénévoles peuvent faire. Et finalement, peut-être, Tommy, tu peux juste revenir ici et parler un peu de ton implication concrètement au DAC. Oui, ben c'est ça, avec la communauté DAC, je suis impliqué sur le dossier des incendies de bâtiments d'élevage. Je ne veux pas répéter, mais ça, on essaie d'avoir des contacts avec les parlementaires. C'est un contexte assez particulier en ce moment, donc ça représente un défi. Je suis aussi impliqué à faire l'historique un peu de l'action du ministère de l'Agriculture, puis sur l'enjeu des rodéos. Oui, et par exemple, nous lançons une campagne en 2027 qui va s'appeler Quand le MAPAC détourne le regard. Et donc là, Tommy est également impliqué dans cette campagne-là. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples concrets de ce que vous pouvez faire. Et si vous voulez faire un peu de travail bénévole pour le DAC ou n'importe quel OSBL, écrit, et puis ça peut prendre du temps, mais on va vous répondre. Merci. Merci, Nicolas. OK, donc Nicolas vient parler du bénévolat qu'on peut faire pour les animaux, que ce soit au DAC, que ce soit l'organisme BESA de défense des animaux, que ce soit la SPCA de Montréal. On peut faire de l'aide aux animaux errants, comme on vient d'en parler. Des dons à la charité, c'est très important aussi, les dons que vous pouvez faire. Le Animal Charity Evaluator, c'est un organisme qui font une évaluation des meilleurs groupes à qui on peut donner de l'argent pour les animaux. Ensuite, évidemment, on peut faire de l'éducation puis de la sensibilisation, souvent ce qu'on appelle en anglais du outreach. Il y a des groupes à Montréal qui se rejoignent à chaque semaine pour faire de l'activisme pour les animaux dans la rue. Vous avez We the Free et vous avez le Cube de la vérité. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas puis de commencer immédiatement à parler avec les gens qui s'arrêtent dans la rue. Par contre, vous pouvez aller tout simplement là pour rencontrer des activistes puis voir comment ça se passe. Donc, ils présentent des images, que ce soit d'élevage industriel, que ce soit d'abattoir, puis ensuite, ils ont une discussion avec les gens dans la rue pour essayer de les sensibiliser à la cause animale et au véganisme. Il y a aussi la fameuse, j'ai vraiment adoré la campagne de publicité de la SPCA de Montréal qu'elle avait faite dans le métro de Montréal, la campagne animale. On peut évidemment signer des pétitions. Là. BESA a une pétition pour les animaux, les êtres animaux d'élevage. Et la SPCA, comme t'expliquais, Émilie Lune Sauvé a sorti une grosse campagne pour aider les animaux dans les laboratoires à trouver des alternatives. Les alternatives existent souvent dans plusieurs cas. Dans d'autres cas, il faut mettre plus d'argent en recherche dans ce cas-là. Faire du lobbying, donc Tommy en a bien parlé de ça. Donc là, moi, j'arrive aux manifestations, puis aux protestations, puis aux vigiles. Ma première marche pour la fermeture des abattoirs, c'est une photo de 2015 que je vous ai mis. Ça avait été organisé par Cara. Et il y a aussi le mouvement qu'on appelle le Save Movement qui a commencé en Ontario, qui font des vigiles devant les abattoirs. On peut aussi faire des dérangements, des disrupts, même du vandalisme. Les cas que je vous ai mis ici, c'est des activistes qui ont été au Vego, qui est un restaurant végétarien, pour sensibiliser au fait que ben, les œufs puis le lait, il y a aussi beaucoup de problèmes moraux avec ça. Il y a eu une campagne récemment de Rachel Terrien et de Direct Action Everywhere Montréal, une campagne de libération des homards, où ils ont été faire des dérangements dans les épiceries avec des pancartes puis expliquer que les homards ressentent la douleur. Les homards qu'on garde dans les aquariums, dans les épiceries, c'est totalement inacceptable. Faut mettre fin à ça. On peut facilement mettre fin à ça. Un petit exemple de vandalisme, c'est parce qu'on en a parlé vraiment beaucoup là. C'est en 2019, c'est un restaurant qui avait été ciblé par des antispécistes parce qu'en fait, il avait mis simplement de la colle dans la serrure. Ça l'a fait parler beaucoup, beaucoup dans les journaux. Et ensuite, on peut penser aussi à des choses un petit peu plus radicales qui sont des blocages ou des occupations. En France, notamment, les 269 libérations animales avec Tiffaine Lagarde font des blocages d'abattoirs. Et je vous ai mis le blocage des calèches
parce que c'est important de savoir que l'association Terrien puis d'autres groupes de défense des animaux à Montréal ont fait des blocages, ont fait des protestations pour les chevaux de calèche à Montréal pendant des années. Et finalement, on a réussi à avoir une victoire. C'est un exemple de cas nous a donné une victoire. On a réussi à interdire ça à Montréal. Euh, et enfin, j'arrive aux enquêtes et au sauvetage, parce que c'est ça le cœur de mon propos aujourd'hui. Les infiltrations puis les enquêtes sous couverture, ainsi que les intrusions puis les enquêtes sans permission. Il y a le Mercy for Animals qui ont été au Canada. Ils ont fait des enquêtes dans toutes les productions majeures, là, que ce soit dans les œufs, que ce soit dans le lait, les cochons. Il y a le Last Chance for Animals qui ont envoyé un enquêteur s'infiltrer pendant 4 mois au laboratoire ITR de Montréal, ce qui a donné en fait la première enquête sous couverture dans un laboratoire canadien de toute l'histoire de ce que j'ai vu, c'est de toute l'histoire du Canada. Si vous l'avez pas vu, c'est un reportage à CTV W5. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. C'est absolument terrible. Puis, si vous pensez qu'on exagère, le président des médecins vétérinaires du Québec a dit non, 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 il n'y a rien d'illégal, c'est comme ça qu'on fait. Puis c'est sûr que c'est dur pour les gens de voir des cochons brûlés, des chiens soulevés par un cathéter, puis plein de choses comme ça. Puis c'est comme, mais non, il n'y avait pas matière à poursuite. Encore aujourd'hui, il n'y a toujours pas de poursuite contre ITR. Et les activistes font encore des manifestations. Il y en a eu une en juin 2025 encore devant le laboratoire ITR, donc ils lâchent pas. Et je termine avec le cas des L214 en France qui a dévoilé la souffrance des cochons dans les chambres à gaz en mettant des caméras dans les chambres à gaz dans les abattoirs de cochons en France. C'est vraiment grâce à eux grâce à elles, que le public a été exposé à ces manières-là de tuer des animaux. Au Québec, maintenant, on a eu des enquêtes récentes dans les élevages. On a eu une première enquête en 2023 dans une maternité porcine. J'ai eu la chance de passer au TVA Nouvelles puis d'être en débat avec le président de la Fédération des producteurs de porc du Québec. On était vraiment chanceux d'avoir ça au TVA Nouvelles. La deuxième enquête, c'est encore dans une maternité porcine. Et en 2024, on a eu une enquête dans un élevage de dindons qui montrait aussi comment fonctionne la reproduction des dindons. On a eu un article publié dans The Gazette, mais on a eu de la difficulté à avoir de la couverture médiatique de la part des médias francophones. Et je vous annonce quasiment en primeur, parce que ça fait 2 jours que c'est sorti, que l'association BESA a diffusé des images, un mini-documentaire en ligne de 22-24 minutes à peu près, qui diffuse des images prises entre 2020 et 2025 dans les élevages du Québec. Donc ça, c'est comme notre Earthling québécois. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, le partager. Plus que vous le partagez, plus que vous le regardez, plus que ça va donner du poids pour que les journalistes décident d'en faire une histoire puis décident de parler de ces images-là. Ensuite, je peux pas manquer de parler du cas Port Greg, parce que Port Greg, c'est des activistes qui se sont infiltrés dans une porcherie au Québec. Elles ont refusé de partir lorsque la police l'a demandé. Donc, elles ont été inculpées, puis il y a plusieurs qui ont été reconnus coupables d'entrave aux policiers et d'interférence avec le droit de jouir de sa propriété. Le juge a néanmoins mentionné que les images qui avaient été captées étaient vraiment troublantes. Et le MAPAC, quelques jours plus tard, a été faire une inspection dans cette ferme-là, Port-Greg, et ont constaté des graves manquements à la législation pour le bien-être des animaux. Durant le procès, on a eu droit à des manifestations au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Je vous donne des exemples d'images qu'on a pu aller défendre, aller publiciser l'idée du right to rescue, c'est là j'arrive, le droit au sauvetage. Donc, ça c'est une image d'un sanctuaire en Suisse de Virginia Marcus qui a écrit un beau petit livre qui s'appelle Désobéir avec amour. Donc là, je veux qu'on parle des refuges et de l'activisme juridique.
Ça remonte à très longtemps. Le mouvement pour les droits des animaux n'est pas un mouvement récent. Dans les années 80, il y avait le Front de libération animale ou le Animal Liberation Front qui faisait des actions directes pour aller sauver des animaux. Je vais juste vous raconter leur première action aux États-Unis. Ben, une des premières. C'est le sauvetage de Britches. En 1985, un petit singe qui était maintenu en captivité dans une université en Californie. Il a été séparé de sa mère à la naissance. Ses yeux ont été cousus, puis il y a un sonore électronique qui a été attaché sur sa tête. Et il a été détenu, en fait, c'est pour une expérience sur la privation sensorielle qui impliquait 24 autres bébés singes. Il a été libéré avec plus de 460 autres animaux avec des dommages de plus de 700 000 dans le laboratoire et il a été placé dans un sanctuaire où il a réussi à vivre sa vie paisiblement. Aujourd'hui, je vais vous parler plus parce que là, on parle de sauvetage à visage couvert. C'est des gens qui font ça sans dévoiler leur identité. Par contre, il y a eu dans les années 90, début des années 2000, il y a eu une très grave répression du mouvement pour les droits des animaux de la part des gouvernements, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Et on pensait vraiment que le mouvement était mort, en fait, que ça ne viendrait jamais. Et en Australie, dans les années, fin des années 90, il y a une charmante dame qui est une de mes plus grandes héroïnes qui s'appelle Patty Mark, qui a commencé à faire des sauvetages, elle, mais à visage complètement découvert. Elle rentre dans un élevage, elle voit un animal qui a besoin de soins, qui est en mauvais état, elle le prend, elle se filme, puis elle la ramène chez eux. Elle a été en prison une couple de fois par pas très longtemps par contre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les open rescue. C'est la tactique des sauvetages de visage découvert. Ça a été introduit par Karen Davis de United Poultry Concern aux États-Unis. Et là, maintenant, c'est surtout utilisé par le mouvement Direct Action Everywhere et Wayne Chung aux États-Unis, ainsi que Tiffaine Lagarde en France. Souvent, dans ces types d'actions-là, ils vont faire attention de ne faire aucun dommage à la propriété. Ils ont apparemment déjà remplacé un cadenas qui avait dû briser. Ces images-là, ça permet de mettre un visage sur la libération animale. Premièrement, le visage des êtres animaux qu'on voit jamais, qui sont complètement invisibles, même ils meurent par milliards. Et le visage des activistes qui leur viennent en aide et qui revendiquent leurs actions. Parce que quand c'était l'Animal Liberation Front, le ALF, ils revendiquaient leurs actions avec des communiqués anonymes. Là, on n'est plus là, on revendique l'action ouvertement, donc les journalistes peuvent venir nous parler directement. Ils n'ont pas besoin de lire un communiqué anonyme. Et qu'est-ce qui est intéressant quand on voit le visage de ces activistes-là, quand vous pensez à un activiste cagoulé qui s'en va dans un laboratoire sauver un animal, vous pensez à un jeune garçon. Mais le mouvement pour les droits des animaux est largement un mouvement de femmes. Ça serait entre 68 et 80% des activistes pour les animaux qui sont des femmes. C'est pour ça que c'est important de voir le visage aussi de ces activistes-là, qu'on voit que c'est largement un mouvement de femmes. Donc, je veux passer à travers les critiques de ces actions-là, puis en passant à travers les critiques, je vais répondre à ces critiques-là, une à la suite de l'autre. Donc, on dit souvent que ces actions-là, c'est ce qu'on appelle les arguments stratégiques contre les actions directes illégales. On dit souvent que ces actions-là sont inutiles ou que sont nuisibles. Ça sauverait pas d'animaux à long terme parce qu'ils seraient remplacés, puis ça sauve en fait un nombre insignifiant d'animaux. Ça cause pas des torts importants aux industries, ça donne une image publique négative au mouvement, puis ça l'encourage la répression de l'État en faisant passer les activistes pour des terroristes. Donc, je vais essayer de répondre à ces critiques-là. Ben, premièrement, il faut accepter, il faut vraiment reconnaître que ça sauve directement des vies. Et ça, c'est déjà un argument fort. C'est pas vrai que ces animaux-là vont être remplacés parce que si on sait comment ça fonctionne un élevage, c'est pas vrai que tu perds 2 poules pondeuses puis que tu vas aller acheter 2 poules au couvoir. C'est juste lorsqu'ils vont tous être tués, vous allez avoir une nouvelle batch de petits poussins, que ce soit pour les élevages de poulets ou de poules pondeuses. Donc, on peut bien penser qu'en sauvant un animal, c'est pas vrai qu'il va être remplacé par un autre. Et l'argument le meilleur, à mon avis, chaque individu compte. Ça inflige des dommages significatifs aux industries. En fait, on voit que les actions
directes et illégales ont fait fermer plusieurs entreprises puis ont réussi à mettre fin à certaines formes d'exploitation, notamment des élevages de beagles à des fins expérimentales qu'on a réussi à fermer. On a réussi à faire fermer le plus grand fournisseur de primates d'Europe au début des années 2000 avec une campagne Save the Shamrock Monkeys. Et récemment, en Ontario, on a eu un whistleblower, un lanceur d'alerte qui travaillait dans un hôpital, l'hôpital Saint-Joseph, qui a envoyé des images à Animal Justice d'images d'expérimentation sur des chiens. Et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été tellement scandalisé qu'il a dit qu'il allait passer des lois pour qu'il n'ait plus de droit d'utiliser des chiens et des chats dans les laboratoires pour faire de l'expérimentation animale en Ontario. Donc oui, ça peut être dommageable à l'industrie, ces types d'actions-là. Et ça peut entacher l'image publique positive que les scientifiques ou que les éleveurs ont, que l'industrie scientifique et de l'élevage, puis leur réputation. En fait, c'est bien pour ça que les entreprises font pression sur les gouvernements pour criminaliser puis réprimer le mouvement pour les droits des animaux. C'est parce qu'au bout de la ligne, on cause du tort. On leur cause un certain tort. Donc, je pense que cet argument-là, il n'est pas très bon. Troisième argument. Cela est plus touché. Ça donne une mauvaise image au mouvement. Ça serait pas les industries qui passent pour les victimes. Ça serait pas les animaux qui passent pour les victimes, mais ça serait les industries qui passent pour les victimes des dangereux activistes. Ça, c'est super important, mais c'est une question empirique, là. Il nous faut vraiment plus de recherche sur le sujet. Il y a une personne qui a étudié la couverture médiatique, puis elle a dit qu'on peut pas en conclure que ces actions-là donnent une mauvaise image au mouvement. En fait, ça dépend vraiment trop souvent des cas. Il y a des actions qui vont provoquer l'indignation du public envers les industries, puis la sympathie du public, mais c'est sûr que ça peut aussi encourager une sympathie, ça peut aussi encourager un avis négatif sur les animalistes. Si j'ai de la misère à lire, c'est parce qu'il y a tout le temps des commentaires qui pop-up, puis je suis pas capable de voir mon texte sur mes slides. Puis, OK, c'est sûr que certaines actions, ils dérangent. Certaines actions, les gens sont pas d'accord avec. Mais ça, je trouve ça très important d'insister là-dessus. Le but des activistes n'est pas de se faire aimer. Le but des activistes, c'est de provoquer un débat public, c'est de faire en sorte qu'on va parler de la cause animale, de forcer un dialogue collectif sur le sujet. C'est pas leur job à eux d'être votre ami, à eux et elles. Et en fait, je veux juste vous montrer qu'en fait, il y a beaucoup de ces actions-là qui ont une couverture médiatique très positive. En 2017, quand L214 ils ont sorti leur enquête sur le broyage des poussins mâles dans l'industrie des œufs, personne n'était au courant. Puis on en a parlé dans tous les journaux en France. On a tellement parlé dans les journaux en France qu'on a fini par en parler à Radio-Canada. Moi, j'ai été interviewée dans Québec Science pour parler de ça. Donc, c'est des actions qui ont donné une couverture positive dans les médias. Et là, je veux vous raconter une histoire. Une histoire sur laquelle je vais revenir vraiment beaucoup ce soir. C'est l'histoire de Lily et Lizzie. C'est Wayne Chung et Paul Pickelsimmer. Ils ont sauvé deux bébés dans un élevage de cochons, un des plus gros élevages de cochons aux États-Unis, qui appartient à Smithfield. Ils ont fait des enquêtes pendant plusieurs semaines dans cet élevage-là, puis un jour, ils ont décidé d'y retourner et aller voir s'il n'y avait pas des animaux mal en point et de les sortir. Ils ont sorti deux bébés cochons qui avaient vraiment besoin de soins vétérinaires immédiats. Ils les ont emmenés chez le vétérinaire. Ils ont des rapports de vétérinaires qui disent que ces animaux-là n'auraient pas survécu. Ils auraient probablement été tués le lendemain matin par Jean-Jacques Conabou nous a expliqué c'était quoi les techniques pour mettre à mort directement, comme le claquage des porcelets. Tu le prends par les pattes arrière, puis tu fais juste frapper le petit porcelet sur le mur ou sur le sol pour y causer un traumatisme crânien. C'est probablement ça qui leur serait arrivé. Ils ont volé, ils ont sauvé, ils ont libéré ces deux petits cochons-là, ils leur ont donné des soins et ils ont été poursuivis. Ils ont été poursuivis puis ils étaient passibles chacun de 5 ans d'emprisonnement pour avoir fait cette action-là. Et je vous dis tout de suite le punch, même si je vais en reparler beaucoup, ils ont finalement été acquittés. Ils ont été acquittés par un jury conservateur en Utah. Et ça a été une grande victoire du mouvement des Open Rescue, des sauvetages à visage découvert. Et ils ont défendu en cours le droit au sauvetage, le droit de sauver ces animaux-là. Je retourne un petit peu en arrière, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Fait que là,
Ils ont sauvé ces deux petits cochons-là. Ils ont envoyé les images au New York Times. Le New York Times a publié ça. Ça l'a fait, après que ça ait fait la une du New York Times, le FBI a envoyé des agents pour aller faire des descentes dans les sanctuaires pour retrouver les deux petits cochons. Ça a été vraiment une histoire terrible pour les sanctuaires, là. Ça a été vraiment, parce que c'était très difficile aussi. Tu es un sanctuaire pour animaux de ferme, là, tu vois des 8, 9, 10 agents du FBI arriver pour prendre des prises, des prélèvements de sang, puis des prélèvements d'ADN pour savoir si ces petits cochons-là étaient Lily et Lizzie. Euh, Fait intéressant, ils ont pris des prises d'ADN, des prises de sang sur un petit cochon. Puis, vous le savez pas, là, mais prendre des prises de sang sur un cochon, c'est excessivement souffrant. C'est vraiment, ils crient fort, puis ça leur fait mal, puis c'est pas facile. Puis ça a traumatisé les gens dans le sanctuaire, puis ça a fait en sorte que les agents du FBI ont refusé de prendre les prélèvements sur le deuxième petit cochon, tellement que c'était terrible de faire ça. Fait que c'est ça. C'était la première fois que 8 agents du FBI étaient mobilisés pour un vol de moins de 100 $, parce qu'il faut savoir qu'un cochon, ça vaut en bas de 50 $ chaque. Et qu'en plus, Lily et Lizzie avaient probablement une valeur négative parce qu'ils étaient tellement mal en point qu'ils ne se seraient jamais rendus à l'abattoir. Je vais. Glenn Greenwald a écrit un article pour défendre ces actions-là, puis dire que justement, euh, pour une industrie qui se sent menacée par vraiment le dégoût croissant du public par rapport aux élevages industriels, Lily et Lizzie constituent une menace politique et journalistique. Ces deux porcelets-là sont essentiels pour montrer au public de manière viscérale et personnalisée que cette industrie-là génère des profits colossaux en torturant de manière monstrueuse et inutile des êtres sentients qui sont émotionnellement complexes et qui souffrent énormément. Ça, c'est ma traduction libre du journaliste Glenn Greenwald. Donc, la répression de l'État, ça peut attirer l'indignation du public puis l'attention des journalistes. Mais donc la quatrième critique qu'on fait aux actions directes illégales, c'est que ça encourage la répression de l'État. Et ça, il faut avouer qu'ils ont raison. Effectivement, ça encourage la répression de l'État. On peut se demander si c'est une mauvaise chose. Et là, c'est là que je m'en vais vers la stratégie des poursuites volontaires. Euh, Quand que L214 est condamnée parce qu'elle a filmé les cochons qui meurent dans les chambres à gaz aux États-Unis, ils ont été condamnés pour ça en France. Et ça l'a fait encore plus parler leur condamnation que lorsqu'ils avaient simplement pris les images. Et ensuite, vous avez en France la cellule Déméter, qui a été créée pour surveiller les actions des groupes de défense des êtres animaux. Et elle peut suivre des actions de nature idéologique, même des simples actions symboliques qui dénigrent le milieu agricole, c'est leur expression à eux autres. Donc, en 2022, L214 a saisi le tribunal administratif de Paris qui, lui, a reconnu l'illégalité de la cellule Déméter, de sa mission, puis enjoint au ministre de mettre fin à la cellule Déméter. Par contre, l'État a fait appel et le Conseil d'État a jugé, lui, légal la surveillance des activistes et des organismes de défense des animaux. C'est une histoire qui continue. Donc, c'est sûr que cette répression-là, elle peut pas jouer en faveur des activistes, là. C'est pas drôle de se ramasser accusé dans un procès, on s'entend, mais elle peut peut-être jouer en faveur des animaux. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Au Québec, au Canada, en Ontario, on a eu Anita Crank qui a été accusée au criminel pour avoir donné de l'eau à boire à des cochons devant un abattoir, des cochons assoiffés dans un camion, puis ils donnaient de l'eau. Et après, il y avait environ 30, 40, peut-être 50 groupes de Save Movement à travers le monde. Mais après qu'elle ait été accusée, ça a monté à 150 groupes de Animal Save Movement à travers le monde. Donc, ça a vraiment eu un impact de sensibilisation du public. Et Wayne Chung, que je vais vous reparler, là, qui a sauvé Lily puis Lizzie, lui, il a été très souvent en prison, là. Lui, c'est un avocat. C'est très important de savoir. Ça, j'ai oublié de le dire. Très important de savoir. Wayne Chung, c'est un avocat qui se défend lui-même tout seul en cours. Et Tiffaine Lagarde aussi, elle est diplômée en droit. Donc, ça, c'est des gens vraiment ils se sont préparés. Ils font pas des actions illégales en espérant ne pas être accusés. Ils font des actions illégales en étant prêts à passer à travers un procès.
au début des années 90, non, au début des années 2000, après, quand c'était la guerre contre le terrorisme, aux États-Unis, il y a eu une loi qui s'appelle l'Animal Enterprise Terrorism Act, qui a interdit d'interférer avec les élevages et les abattoirs, puis qui s'est mis à vraiment traiter les activistes comme littéralement des terroristes. Ils pouvaient aller en prison à sécurité maximale. Euh, Si vous voulez en savoir plus sur cette époque-là, je vous conseille de lire Green is the New Red du journaliste d'investigation Will Potter. C'est un de mes livres favoris. C'est là que j'ai appris le plus sur l'histoire de la répression du mouvement pour les droits des animaux. Je vous en parle aussi parce que je l'invite à Montréal. Il va venir parler de son nouveau livre ici. Je vais revenir sur le sujet, mais le 3 décembre, il va venir nous parler de son nouveau livre. Il relate donc dans ce livre-là comment est-ce que les activistes pour les animaux sont devenus au sommet des menaces terroristes intérieures aux États-Unis. Et là, je vais vous montrer un petit peu la réaction à ces lois-là. Quand les États-Unis se sont mis à à essayer de criminaliser les activistes pour les animaux, ça inclut les journalistes, là, parce que ça inclut le fait de posséder des documents, des enregistrements, puis de les distribuer. Donc ça, c'est un petit exemple de headlines du New York Times aux États-Unis. Qui n'ont pas, les journalistes n'ont pas pris à la légère le fait d'être criminalisés. Euh, Maintenant, au Canada, ces lois-là sont en train de s'importer ici au Canada. Il y a 4 provinces actuellement qui ont des lois à gag ou des lois bâillons. Ça, c'est des lois qui rendent criminel de documenter les conditions dans les élevages, les camions de transport puis les abattoirs. Ça menace de peines de prison puis d'amendes très coûteuses. Puis ces types de lois-là, ils interdisent même les enquêtes sous couverture en criminalisant le fait de se faire engager sous faux prétexte. Est-ce que tu veux que je le présente? Non. Oui? OK. Le DAC a une capsule justement sur les lois Bayon et j'ai le goût de vous en lire un extrait parce que c'est très intéressant. Le DAC estime que toute loi de ce type pourrait être contraire à la liberté d'expression et menacerait la transparence du système alimentaire. De plus, ces lois vont à l'encontre du principe de la primauté du droit, qui exige que les lois s'appliquent à tous de manière égale. Elles donnent une impunité à l'industrie agroalimentaire en limitant les moyens de dénoncer des abus. Vous pouvez aller lire la capsule complète sur le site du DAC. Et, je voulais juste vous mentionner qu'Animal Justice, un groupe de défense des droits des animaux en Ontario, ben, au Canada anglais, mais ils ont maintenant, grâce à Alana Devine, ils ont maintenant un pied aussi au Québec, puis on devrait avoir plus de contenu francophone bientôt. Donc, ils ont réussi à faire déclarer la loi Agag inconstitutionnelle et à l'annuler, mais seulement en partie. Il y a les restrictions concernant les interactions avec les êtres animaux dans les camions de transport qui sont malheureusement maintenues. Donc, pour vous faire un résumé, est-ce que je pense que les actions directes sont une bonne stratégie pour le mouvement? Je pense que vous savez maintenant que je crois que oui. Ça fait vraiment 10 ans que je travaille là-dessus. Je vais juste faire un résumé de tous mes arguments pourquoi je pense que c'est une bonne chose. Ça sauve directement des individus qui ne seront pas remplacés. Ça promeut un état social qui normalise le fait d'aider les êtres animaux. Ça participe au développement de sanctuaires et de refuges, qui pour moi est la clé de la libération animale. Ça provoque une couverture médiatique, puis ça permet un débat public informé. Informé par des sources autres que l'industrie, évidemment. Donc, ça fournit des images qui ne proviennent pas des industries puis des lobbies. Les médias montreront pas des vieilles images, puis ils vont couvrir davantage les enjeux locaux. Donc, plus d'images qu'on est capable de sortir comme ça du Québec le plus souvent possible, on a plus de chances que les médias s'intéressent à ça. Ça force la population à se confronter au sort des êtres animaux dans les élevages et laboratoires et ces endroits-là. Ça mine l'image positive dont jouissent l'industrie de l'élevage et des laboratoires. Ça donne aussi l'occasion de présenter les arguments pour les droits des animaux parce que des gens comme, par exemple, la docteure Valérie Giroux, elle est interviewée. Dès qu'il y a des actions directes illégales qui se font au Québec, ben, ils vont aller chercher des personnes qui travaillent à l'université puis qui étudient l'éthique animale pour commenter ça. Donc, ça nous donne l'occasion de présenter les arguments en faveur des droits des êtres animaux. Comme je disais, ben, ça menace les profits des industries puis ça révèle l'ampleur du pouvoir politique de ces industries-là. Et finalement,
ça mobilise les ONG des droits civiques, puis ça force les tribunaux à se confronter aux incohérences du système légal. Et c'est là que je voudrais terminer là. Je voudrais terminer sur l'activisme juridique. J'ai toute une petite section là-dessus. Comment est-ce qu'on force les tribunaux à se confronter aux injustices subies par les animaux? Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, il y a une entrevue excellente de Wayne Chung avec le Animal Justice Academy. D'ailleurs, Animal Justice Academy, si vous avez le goût vraiment de devenir un activiste pour les animaux, puis savoir être engagé dans des campagnes, être informé des campagnes qui se font au Canada, Animal Justice Academy, ils font des Zooms sur l'heure du midi à peu près aux 2-3 semaines. On est à peu près 200-300 personnes qui se connectent sur l'heure du midi, puis on parle d'un enjeu, que ce soit l'enjeu de l'exportation des chevaux vivants pour la viande, par exemple, au Japon, des types d'enjeux comme ça, puis ça mobilise, ils vont nous donner des pétitions à signer, comment écrire à vos députés, etc. Je vous encourage fortement Animal Justice Academy. Donc, leur entrevue avec Wayne Chung, il explique dans cette entrevue-là, Wayne Chung, que le pouvoir des Open Rescue, ça nous permet de regarder un seul animal. Ça nous permet de focusser sur un animal en particulier, puis de parler de son histoire à cet individu-là. Puis l'histoire d'un individu, ça peut changer la vie de tous les autres. Dans le Harvard Law Review, récemment, en 2024, ils ont publié un article. Ils ont publié un article. OK. Il a été écrit par Wayne Chung en partie, mais aussi avec Justin Marceau. Justin Marceau, je l'adore. C'est un professeur de droit aux États-Unis qui a le Animal Activist Legal Defense Project. Grosso modo, sa job consiste à défendre les activistes pour les animaux en cours. Ils ont écrit un article qui détaille la stratégie des poursuites volontaires. Donc, l'article défend l'idée que les poursuites pénales des activistes non violents, loin d'être un risque ou un coût, c'est aussi un outil stratégique de changement social. Ça permet d'exposer l'injustice des lois existantes et ils disent que ça permet d'inverser le narratif. Ils appellent ça flip de script, le narratif d'un procès criminel. Comme là, c'est pas comme un dangereux criminel qui se fait poursuivre par un procureur juste. C'est au contraire, c'est des activistes qui ont fait vraiment quelque chose de bien, qui ont protégé des individus vulnérables, les ont aidés, qui sont poursuivis, puis que l'État essaie de les punir en protégeant une industrie qui génère des profits incroyables sur le dos de ces animaux-là. Donc, ils appellent ça un peu flip de script. Et j'ai le goût de vous en parler un petit peu plus parce que c'est vraiment impressionnant. Ils ont volé. Ils ont volé Lily puis Lizzie. Ils les ont sauvés. Ils se sont filmés en le faisant. Donc, la question, c'est pas vraiment de savoir s'ils l'ont fait. Donc, les jurés qui ont acquitté Wayne Chung et Pickle Simmer, qu'est-ce qui est intéressant, je sais pas si on peut faire ça au Canada, je pense pas, mais en tout cas, aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est que l'Université de Denver, Justin Marceau, a invité les jurés à venir, puis ils ont fait des entrevues avec les jurés pour dire pourquoi vous avez acquitté ces activistes-là. Et je vais juste vous donner quelques-unes de leurs réponses. Un juré a expliqué, il dit, moi, quand le procureur a comparé Lily puis Lizzie à une canne poké, ils ont comparé le fait d'aller sauver Lily puis Lizzie dans le plus gros élevage de porcs aux États-Unis au fait de rentrer dans une épicerie, de prendre une canne poké puis de la voler puis de la sortir de l'épicerie pour la sauver. Et ça l'a mal passé. C'est sûr que le procureur qui a fait cette analogie-là, il ne faisait que dire un fait. Selon la loi américaine, ces animaux-là, une canne, un cochon, ben, c'est deux propriétés, c'est des biens. Il essayait pas d'être extrémiste ou quoi que ce soit, mais ça montrait bien le manque d'égard de la loi envers ces animaux-là. Les jurés, ils n'ont pas aimé le fait qu'ils savaient que l'action avait été filmée par les activistes, puis ils n'ont jamais eu le droit de voir le footage. Ils n'ont pas eu le droit de voir les images. Et en plus, quand ils ont montré les images de Lily puis Lizzie, ils ont réussi à montrer juste une photo de Lily puis Lizzie. Mais ça, c'est assez incroyable. Ils ont découpé les cochons pour pas qu'on voie l'élevage industriel en arrière, puis la mère avec les tétons ensanglantés, puis tout le reste de l'élevage. Fait qu'il y avait juste comme les petits cochons
découpé du fond. Ça, c'est juste des exemples de pourquoi que les jurés ils ont dit non, 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 là, l'État s'acharne à protéger de la cruauté puis à punir des individus qui ont fait quelque chose de bien. Donc, la stratégie des poursuites volontaires. Fait que le right to rescue, là, pour vous en faire un petit résumé rapide, ça soutient que les activistes font rien de mal parce que secourir un être animal en détresse des abus criminels des industries agricoles, c'est en fait une obligation morale. Wayne Chung, il formule le right to rescue comme le principe selon lequel toute personne a le droit moral, même le devoir moral. Je dis bien moral et non légal, mais lui, il veut aller jusqu'au droit, il veut qu'on en arrive dans un droit légal. Donc, un devoir d'intervenir pour sauver un être animal en danger immédiat, même si ça implique d'entrer sur une propriété privée pour sauver ou soigner un être animal. Il dit, lorsqu'un être sentient souffre et est en danger, toute personne a le droit d'intervenir pour lui porter secours, tout comme elle le ferait pour un enfant ou un chien enfermé dans une voiture au soleil. C'est pas légal, hein, de briser la fenêtre. Même au Québec, je pense pas que c'est légal de briser une fenêtre pour sauver un chien dans une voiture. C'est plus ou moins. Il faut démontrer que le chien est en danger et tout ça. Et on recommande souvent d'appeler la police parce que la police peut le faire, mais c'est ça. Il y a toujours comme la zone grise entre est-ce qu'on peut ou pas. Mais si l'animal, on est capable de démontrer qu'il est en détresse, la détresse prévaut sur le bien de la voiture. Exactement, c'est ça, c'est exactement le même principe qui devrait s'appliquer. Donc, le right to rescue, selon Wayne Chung, c'est un principe moral qui préexiste à la loi, que les tribunaux devraient reconnaître au même titre que l'exception de nécessité ou de légitime défense. Là, je veux revenir sur ces deux choses-là parce que il y a pas juste Wayne Chung qui a été acquitté. Il y a aussi deux femmes qui ont, dans le procès de Foster Farms, qui ont été acquittées d'avoir volé quelques poules, en fait, des Foster Farms. Puis elles avaient reçu une opinion juridique avant de faire l'action, comme quoi que cette action-là était légale. Cette opinion juridique-là, on disait que les lois américaines reconnaissent un droit de sauver un être animal en danger en s'appuyant sur deux choses. La défense de nécessité, donc on peut intervenir pour éviter un préjudice grave imminent. Et deuxièmement, les lois anti-cruauté. Donc, l'argument, c'est qu'il y a certaines lois locales de protection des animaux qui prévoient une défense légale si l'acte vise à prévenir une cruauté. L'argument, c'est que ne pas agir constituerait une complicité dans une infraction, l'infraction étant la maltraitance. Ça, c'est l'essentiel de l'opinion juridique qu'elles ont reçue et elles ont été acquittées. Si ça vous intéresse, il y a aussi Karen Stilt, qui est une professeure de droit à Harvard, qui est directrice du Animal Law and Policy Program. Elle écrit une opinion d'amis, je devrais pas appeler ça une opinion juridique, elle écrit un brief d'amis de la Cour en faveur du sauvetage des êtres animaux en détresse. Puis, je vous l'ai traduit en français, elle dit, les animaux peuvent être victimes de crimes et le danger imminent de blessures corporelles peut l'emporter sur certains droits des êtres humains. Ensuite, la défense de nécessité doit être interprétée comme s'appliquant lorsqu'un individu agit pour empêcher qu'un animal subisse un préjudice physique important. Ça, c'est des extraits, mais ça me ferait plaisir de le partager avec vous, ce texte-là. Il y a aussi une opinion dans le New York Times qui soutenait que venir en aide aux animaux qui sont mourants dans les élevages, ça devrait être légal. Dans tout autre contexte que l'élevage industriel, traiter les êtres animaux comme on voit les poulets traités dans les vidéos de l'abattoir Foster Farms serait considéré comme une cruauté flagrante. Donc, si on se demande, on a surtout des arguments stratégiques, mais des arguments de principe aussi, on peut dire que ces actions-là sont pas immorales, ces actions-là sont nécessaires parce que c'est une situation d'urgence. Il n'y a aucune alternative non coercitive pour aider ces animaux-là actuellement dans le besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Porter plainte, boycotter les produits animaux, faire des pressions politiques. Mais les activistes, ils font déjà tout ça. Puis ces actions indirectes-là n'aideront pas les animaux qui souffrent et meurent actuellement.
Donc, c'est un dernier recours parce que le philosophe Tom Regan, qui défend les droits des animaux, il n'était pas nécessairement en faveur des actions directes illégales parce qu'il trouvait que le mouvement n'avait pas épuisé toutes les alternatives. On n'était pas rendu à un dernier recours. Mais moi, je pense que pour ces animaux-là, il n'y avait pas d'alternative. Donc, j'en conclus, j'arrive à ma conclusion. Depuis le début de la présente, depuis nos 5 séances, là, je vous ai présenté cette diapositive-là à toutes les fois. Là, ce que je veux dire, c'est que je sais que la plupart d'entre vous, je vous ai probablement pas tous convaincus qu'il faut défendre les théories des droits des animaux. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui est plutôt dans le cadre de l'éthique du bien-être animal. C'est majoritaire dans notre société. Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que même si vous ne défendez qu'une éthique du bien-être animal et non pas des droits forts pour les animaux, vous avez quand même le devoir de supporter, d'appuyer les activistes qui font des enquêtes et qui font des sauvetages. Ces actions-là devraient avoir un soutien très large de la population. Premièrement, beaucoup, parce que le problème, c'est qu'on associe souvent ces actions-là à des... On fait comme si c'était... On fait comme si c'était des actions qui allaient être faites par des véganes abolitionnistes qui défendent des droits forts pour les animaux. Mais non! On pourrait... Il y a un segment de la population beaucoup plus large qui pourrait soutenir ces actions-là. Premièrement, les gens qui sont d'accord avec les droits des animaux puis pas prêts à assumer les coûts individuels de changer leurs habitudes pour devenir eux-mêmes véganes. Mais deuxièmement, c'est parce que les réformistes ou les welfaristes, ils dénoncent l'élevage industriel. Ils sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement là, dans les élevages. Là. Ils soutiennent des réformes substantielles. Fait que les réformistes, ils pensent que les êtres animaux méritent d'être protégés légalement, puis que c'est le rôle de l'État de faire appliquer ces protections-là. Si l'État échoue à le faire, il devrait reconnaître que c'est le rôle des citoyens et des citoyennes d'agir. Et finalement, même les anthropocentristes, même ceux qui pensent que les animaux comptent pas moralement, peuvent appuyer ces types d'actions-là en se fondant sur le droit de savoir. Premièrement, l'importance d'avoir ces informations-là pour établir des politiques publiques. Et deuxièmement, sur ce qu'on appelle le déficit démocratique en philosophie politique. Ça, c'est quand l'État est au service d'intérêts particuliers, puis que les victimes ne peuvent pas être entendues dans le processus. Donc, moi, je pense que le simple fait qu'il existe des lois qui nous empêchent de venir en aide aux êtres animaux, c'est pas une justification suffisante pour les abandonner à leur sort. Peu importe qu'on soit abolitionniste ou réformiste, dès qu'on pense que les êtres animaux comptent moralement, même si on pense qu'ils comptent moins que les êtres humains, comment qu'on peut justifier de ne pas les aider? On doit au moins soutenir les activistes au niveau communautaire puis au niveau juridique. Parce que tout ce qu'on sait de ces endroits-là, bien d'actions qui sont considérées à tort ou à raison, pas toujours illégales, mais à tort ou à raison comme illégales. Donc, je pense qu'il faut justifier de ne pas venir en aide aux êtres animaux avec des bonnes raisons puis des excuses. Mais il en existe des bonnes raisons puis des excuses, notamment le fait de s'exposer à des poursuites, c'est vraiment un lourd fardeau, particulièrement si on a des dépendants qui dépendent de nous, là, si on a des individus qui dépendent de nous. Puis, on est dans une situation où est-ce qu'on parle de péril persistant. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est la philosophe Candice Delmas fait de la philosophie politique. Elle écrit ce livre-là, puis elle explique elle soutient qu'il existe un devoir d'assistance, un devoir de secourir un individu en détresse à un coût qui est assez raisonnable pour nous-mêmes, mais que dans les cas des périls persistants, quand il y en a tellement des victimes à sauver que ça change rien si tu en vas en chercher, si tu en sauves un, on peut s'acquitter de notre devoir de bon samaritain, notre devoir d'assistance de différentes façons, notamment en participant au changement social, au changement culturel, au changement social. J'ai-tu... Non, je devrais conclure. Hein? Okay. Je faisais un grand merci aux activistes. Donc, pour moi, le cœur du mouvement de défense des êtres animaux a toujours été de venir en aide directement à des victimes abusées et en détresse pour leur offrir un refuge. On l'a vu avec la naissance des SPCA, qui était en lien avec la naissance des DPJ. Je vous ai parlé de ça au premier cours. Puis les sanctuaires pour les animaux animaux d'élevage peuvent participer à ce qu'on appelle une politique préfigurative. Ce qui veut dire, c'est qu'on met en pratique ici et maintenant des relations différentes avec les êtres animaux pour voir quel genre
de relations que ces êtres animaux-là aimeraient ça avoir avec nous et avec eux. Et puisque je vous ai parlé de Zoopolis beaucoup durant ce cours-ci, Zoopolis qui a été écrit par Sue Donaldson et Willie Kimlicka, je voulais vous mentionner qu'ils ont aussi écrit un article sur les sanctuaires pour animaux de ferme, où est-ce qu'ils les animaux de ferme, les êtres animaux d'élevage, et qui défendent l'idée justement que c'est vraiment le cœur du mouvement pour développer une société plus respectueuse des êtres animaux. Je finis avec de la publicité. Si ça vous intéresse, parce que ça, je reviens à ma liste de tout ce qu'on pouvait faire, là, tu sais, bénévolat, éducation, etc. Je n'ai rajouté quelques autres parce qu'on peut intégrer les êtres animaux dans nos professions. Par exemple, si on est un urbanisme, on peut se mettre à intégrer les intérêts des animaux quand on bâtit la ville, quand on fait de l'art, de la création, on peut intégrer les animaux. Et on a une avocate à Montréal qui s'appelle Chloé Surprenant, qui donne un cours actuellement en droit animalier à l'Université de Montréal, et elle donne une conférence dans 2 jours sur comment devenir avocate pour les animaux. Je vous ai mis un code QR ici si ça vous intéresse d'assister. Moi, je ne manquerai pas cette conférence-là, c'est en ligne. Et ensuite, je vous invite au lancement de livre qui va avoir lieu ici à Concordia le 3 décembre, du nouveau livre de Will Potter qui avait écrit Green is the New Red. Maintenant, il s'intéresse, c'est une enquête que ça fait 10 ans qu'il fait une enquête sur les ag-gag-là, donc les lois ag-gag que je vous ai montrées. Puis c'est assez, on va voir, lui, il soutient qu'il y a en fait 3 vagues de ag-gag-là. Ceux qu'on a vus ici, c'est comme la première vague la plus crue, mais qui maintenant sont beaucoup plus insidieuses, les nouvelles lois ag-gag aux États-Unis. Et je veux aussi vous mentionner que Animal Justice vient juste de sortir un nouveau Whistleblower Tipline. Partout au Canada, si vous êtes témoin de maltraitance envers les animaux, vous pouvez leur écrire un courriel à whistleblower@animaljustice.ca. Et finalement, ça c'est vrai que c'est ma dernière slide, si ça vous intéresse beaucoup la question des procès volontaires avec Justin Marceau et Wayne Chung, ça donne justement que le 10 décembre, ils vont avoir un Zoom sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, ça va être en anglais malheureusement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je peux juste terminer en vous rappelant que parfois, penser à un nouveau monde, des nouvelles relations avec les autres animaux, ça demande un effort d'imagination très grand. On n'a pas besoin de viser une exploitation plus humaine des animaux. On peut viser la non-exploitation des animaux. On peut viser des relations différentes avec ces animaux-là. Je sais que ça nous demande de sortir de nos traditions, de sortir de nos carcans. Ça nous demande de pas décider à l'avance qu'est-ce que les animaux veulent, mais leur donner la possibilité de faire des choix qui ont un sens pour eux, dans quel type de vie elles aimeraient avoir et des relations s'ils en veulent avec nous. Il y a certains animaux qui en voudront plus, il y a certains animaux qui vont vouloir, puis on peut bâtir un monde différent avec les êtres animaux au Québec.